Je suis là pour faire en sorte que les joueurs soient les plus performants possibles, qu'ils se blessent pas, parce qu'un joueur blessé, c'est un joueur qui s'entraîne pas et c'est un joueur qui performe pas. La raison pour laquelle je suis dans le staff médical, c'est de faire mon métier le mieux possible. Le reste, c'est de pas faire de vagues et puis de savoir rester à sa place. Un moment fort justement dans votre carrière, c'est en 2014 quand vous avez candidaté pour la première fois pour faire partie du staff médical des Bleus. Malheureusement, votre CV n'est pas retenu. Comment vous gérez ça ? J'ai fouillé dans ma boîte à souvenirs et puis j'ai choisi ce maillot, un maillot qui a 2 étoiles. On en fait un peu partie de ces 2 étoiles. On vit H24, on petit-déj ensemble, on déjeune ensemble. Ils s'entraînent, on est là. Enfin, avant on est là, après on est là. Donc on vit quelque chose de fort, que ce soit en équipe de France ou ailleurs. Moi, je me suis toujours interdit de développer une relation amicale avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'un joueur comme un Kylian Mbappé a en commun avec moi ? Parce qu'on reste quand même des êtres humains malgré tout. Si je me blesse et qu'il se blesse, est-ce que c'est la même chose ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast De vous à nous. Aujourd'hui, on reçoit un champion du monde 2018, mais on ne reçoit pas n'importe quel champion du monde, non pas un joueur, mais un soignant qui les a aidés à tenir debout. Bienvenue Alexandre Germain. Bonjour. Alexandre qui est kinésithérapeute du sport et ensemble, on va parler de son parcours, du corps des sportifs de haut niveau et de ce que la médecine du sport de l'élite peut apporter à tout le monde, à vous tous qui nous regardez. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous avoir sur cet épisode avec nous. Merci d'être venu de Lyon. Merci à vous de m'inviter. Ensemble, on va parler un petit peu de votre parcours qui est assez unique et qui arrive à un moment en plus clé de la Coupe du Monde. Vous êtes le kiné de l'équipe de France, mais pas seulement. À côté de ça, évidemment, vous soignez aussi des personnes comme moi, comme tous ceux qui nous regardent. Et vous donnez aussi des conférences. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, on va pouvoir en parler. Quand vous étiez à Berck, puisque c'est là, je crois, où tout a commencé, 1 mois avant de finir vos études, vous recevez un appel de Christophe Geoffroy, qui a lui aussi été kiné dans l'équipe de France. Et c'est un appel, je crois, qui a changé pas mal de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer par là. Pour la petite histoire, effectivement, j'ai fait mes études à Berck-sur-Mer. Et oui, moi, mon objectif en faisant kiné, c'était d'être kiné du sport. Et si possible, travailler dans le monde du football et dans le monde du football de haut niveau. Et j'étais même pas diplômé que je reçois un coup de téléphone, effectivement, de Christophe pour me proposer de le rejoindre à Sedan qui a intégré la Ligue 1 et Christophe a intégré le staff. Et du coup, avec du recul, je me dis, mais pourquoi tu m'as posé cette question ? Bien évidemment que j'allais répondre oui. J'avais la chance, vraiment la chance d'intégrer le sport et le sport de niveau dans mon sport de prédilection. Donc ça, c'était vraiment top. Et vous étiez étonné de ce coup de fil quand vous l'avez reçu ? J'ai jamais osé lui poser la question pourquoi moi et pas un autre. Peut-être qu'un jour je lui poserai. C'est une chance et puis pourquoi moi, j'en sais rien. La vie est faite d'opportunités et voilà, ça fait partie des opportunités que j'ai eues et il y en a eu bien d'autres. Et justement, votre expérience pro, votre première, c'était à 23 ans, c'est ça, à Sedan en Ligue 1. Oui. Est-ce qu'il y avait un décalage avec ce qu'on vous avait appris à l'école et lequel ? Oui, il y a un décalage, clairement. Et j'ai pour habitude de dire, sans remettre en question la qualité des cours qu'on a pu avoir. Mon diplôme m'a donné le droit d'apprendre mon métier. Et du coup, il y avait un vrai décalage entre ce qu'on pouvait avoir, nous, en théorie à l'école et de ce qu'on pouvait avoir en pratique sur le terrain. Et là, encore plus dans le haut niveau, où là, le niveau d'exigence, il est tout simplement énorme. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, je pensais savoir plein de choses et qu'en fait, je savais pas grand-chose à travers les résultats que je pouvais avoir. Et c'est là où on se dit que c'est là où on se dit qu'il va falloir aller acquérir d'autres compétences et qui se convertiront à terme avec l'expérience, qui feront que on sera expert dans certains domaines. Donc oui, ça a été au début, j'y suis allé franchement avec beaucoup de certitude. Et une fois arrivé sur le terrain, je les ai vite perdus et j'ai eu de gros doutes sur ce que j'avais appris, sur ce que j'étais et sur ce que j'allais faire. Mais je reste pas quand c'est comme ça. Faut vite faire la synthèse des choses et de se dire qu'est-ce qui me manque ? Plein de choses. Et à moi d'aller les chercher, à moi de travailler en conséquence pour aller les chercher et faire de moi un meilleur kiné. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est une expérience obligatoire, sous réserve d'en prendre bien conscience rapidement, quoi. Ouais, c'est une manière positive d'aborder les choses. Et de se dire finalement, on ne peut pas appeler ça un échec, mais en tout cas, les interrogations que ça peut susciter, ça fait partie du parcours et c'est la preuve vivante qu'en fait, il faut apprendre sur le tas. Exactement, et c'est ce que je dis toujours moi quand je donne des formations, c'est que quand on sort de l'école, on a cette impression de tout savoir et c'est un peu normal, mais très très vite on rentre dans une confiance qui est pas en adéquation avec ses compétences
Mais après, très très vite, on peut aussi retomber ce que j'appelle dans la vallée de l'humilité, où là, on se rend compte que en fait, on est au niveau le plus bas possible, qu'on sait rien, ou pas grand-chose, et qui, si on veut se donner les moyens, il faut apprendre. Et je pense que pour ça, nous, on fait un métier qui est extraordinaire, parce que j'ai beau avoir 50 ans aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Et je pense que dans 5 ans, j'apprendrai encore, dans 10 ans encore. Donc, c'est ça ce qui est génial, quoi. Et ce qui est assez fort, je trouve, c'est que Christophe Geoffroy et vous êtes finalement 2 champions formés au même endroit. Est-ce que ça a créé une relation ou une compréhension un peu particulière aussi? Peut-être qu'il vous a soutenu. Il a dû passer par les mêmes choses que vous avez traversées finalement. Oui, avec 10-15 ans d'expérience en plus. Donc, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup aidé. Et il fait partie des personnes qui, dans mon parcours, m'ont vraiment aidé et qui ont eu déjà qui avaient une compétence incroyable, une expérience incroyable aussi, et qui surtout avaient l'humilité et la gentillesse surtout de partager. Et ça, moi, je lui dois énormément, c'est clair. Et puis pour la petite histoire, c'est vrai que 2018, dans le staff médical, à savoir avec un médecin, 4 kinés et un ostéo, il y avait quand même 3 personnes qui étaient passées par Berck-sur-Mer. Ça, c'est assez fou. Christophe, qui a été étudiant, mais après qui est devenu mon prof à l'époque. Jean-Yves Vandeval, l'ostéo, qui est aussi passé par Berck-sur-Mer. Et moi-même. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de Berck-sur-Mer. Je sais pas. Est-ce que c'est une école de champion du monde? J'en sais rien. On va avoir une vague massive de déménagement à Berck-sur-Mer. C'est possible. Par contre, Berck-sur-Mer, mais vous êtes quand même parti à Lyon. Dans mon cursus à l'école, l'idée, une fois diplômé, c'était pas obligatoirement que je retourne sur mes origines, à savoir Tours, parce que je suis originaire de Tours, mais d'aller sur Lyon, rejoindre ma copine de l'époque, qui était tourangelle, mais qui faisait ses études aussi à Lyon. Et l'idée, c'était directement d'aller sur Lyon, qui est devenue ma ville d'adoption, parce que ça fait 30 ans que maintenant j'y vis. Et oui, l'idée, c'était, je suis diplômé, je vais sur Lyon. Mais bon, l'opportunité de Sedan est venue se greffer entre-temps, et ça, je pouvais pas la refuser. Donc voilà, donc j'ai fait 1 an à Sedan, et puis après, je suis descendu sur Lyon pour m'y installer de manière définitive. Et il y a aussi un autre soignant qui a été, je crois, important pour vous, qui est le docteur Ferret, qui est un médecin du sport, oui, qui a aussi suivi, je crois, l'équipe. Oui. J'avais cru comprendre qu'il était assez connu pour ou en tout cas suivi pour la partie étirement, si j'ai bien suivi. Étirement, c'est plus Christophe, mais Jean-Marcel Ferret, c'était plus sur les lésions musculaires, puis même la médecine du sport globalement. Pour moi, c'est un vrai précurseur en médecine du sport. Et oui, il était médecin de l'équipe de France à l'époque, en 98, quand ils étaient champions du monde pour la première fois. Et quand je suis arrivé sur Lyon, pareil, deuxième grande rencontre, et la chance de rencontrer Jean-Marcel Ferret, et qu'il puisse me proposer d'intégrer son centre, qui à l'époque était assez novateur dans ce qu'il proposait, parce qu'il cherchait à recréer ce qu'on peut retrouver dans un club, à savoir un staff médical qui œuvre autour des joueurs. Et lui, il l'a recréé dans une sphère libérale pour accueillir le sportif professionnel au sportif amateur. Il a créé une structure qui regroupait médecins du sport, qui regroupait kinés du sport, qui regroupait préparateurs physiques, qui regroupait diététiciens, qui regroupait dentistes, qui regroupait physiologie d'effort, enfin tout ça. Et ça, pour moi, c'était un moment important, parce que en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, j'ai toujours cette notion de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est vraiment en équipe qu'on arrive à avoir sûrement des meilleurs résultats. Et puis il m'a appris un point hyper important. Je me rappelle toujours la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit: ce que j'attends de toi, c'est d'être à 99,99% efficace. Un peu la pression quand même. Grosse pression, gros niveau d'exigence, mais l'exigence, elle venait sûrement de son niveau de compétence et de son parcours aussi à haut niveau. Et que cette exigence-là, après, elle est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est importante. Elle est tout aussi importante avec un joueur de l'équipe de France qu'elle l'est avec un patient sportif du dimanche, comme je peux l'être. On se doit d'avoir ce niveau d'exigence. Mais le 99,99% faisait aussi comprendre que faut avoir l'humilité de dire que on peut arriver à se tromper, et il faut l'accepter. Il faut se tromper le moins possible, c'est sûr. C'est un peu l'idée du message. Il faut se tromper le moins possible. Mais on ne peut pas tout savoir, tout maîtriser. Et de mon moment, il faut avoir l'humilité de dire ça, je ne maîtrise pas. Et je délègue, et je laisse à un collègue qui maîtrisera peut-être un peu plus le sujet, quoi. Un moment fort, justement, dans votre carrière, c'est en 2014, quand vous avez candidaté pour la première fois pour faire partie du staff médical des Bleus. Mmh. À ce moment-là, malheureusement, votre CV n'est pas retenu. Comment vous gérez ça ?
Parce que c'est vrai, quand on arrive face à ces 0,x% d'échecs, comment vous le vivez? Déjà, avant ça, pour moi, l'équipe de France, c'était du domaine du rêve et donc pour moi de l'impossible. Donc, dans un premier temps, déjà, avoir cette possibilité de pouvoir candidater et de possibilité de potentiellement postuler, déjà, c'était un honneur, un vrai honneur, et de se dire, waouh, j'ai quand même bossé, et donc, du coup, j'ai quand même un minimum de reconnaissance pour que j'en sois là. Est-ce qu'il faut des critères pour postuler? Après, je pense que c'est comme tout, dans tout ce qu'on veut faire. Quand on tend vers le haut niveau, le niveau d'exigence est plus important, donc ça implique qu'il faut de la compétence, bien évidemment, il faut de l'expérience, et l'expérience dans son métier, mais aussi par rapport à tout ce qui peut graviter autour en termes de pression. Parce que ça, c'est aussi un élément important. On peut être compétent, expérimenté, mais si la pression, on ne l'encaisse pas et on la subit, ça peut devenir difficile dans ses prises de décision. Donc, oui, c'est vrai que entre la possibilité et la réponse, on se fait tout un film et on se dit « Waouh, ça y est, le rêve va devenir peut-être réalité ». On se dit, il y a quand même le si, quoi. Ouais, il y a peut-être ce il y a le si, moment où ça peut il y a le devenir si, réalité. mais le si, on le touche du doigt, donc on se dit oui, dans ce cas-là, maintenant, ouais, on y est, donc pourquoi pas moi, quoi. Et puis, effectivement, après, il y a des choix qui se font, et dans ces choix-là, j'ai pas été retenu à ce moment-là pour diverses raisons, et que je comprends tout à fait. Mais là, la redescente, elle est terrible aussi, parce qu'on se dit à rien, j'y suis, et puis de l'autre côté, j'y suis pas. Donc la déception sur le moment était vraiment très très forte. Et puis après, on relativise en se disant, il y a combien de personnes qui voudraient y être, il y a combien de personnes qui pourraient y être, il y a combien de personnes qui ont cette possibilité de pouvoir potentiellement y accéder. Il faut avancer et se dire, écoute, on continue, et puis s'il y a une nouvelle opportunité, on verra, puis on verra comment ça se passe. Mais vous n'avez pas arrêté d'y croire? Il y a plein de gens qui se seraient dit, bon... Ouais, je vais pas dire que je me suis dit, ça repassera. Pour moi, c'est le train, il passe qu'une fois. Maintenant, j'ai continué à faire ce que j'aimais faire déjà, et donc ça n'a pas changé ma façon de voir les choses et puis ma façon de continuer à travailler dans le sport et dans le football, parce que j'aime ça foncièrement. Et puis après, effectivement, deuxième opportunité s'est présentée, et cette fois-ci, ça dépendait pas que de moi, mais là, oui, par contre, ça m'aurait vraiment fait mal si la deuxième se présentait et que ça passe pas. Avant le foot, il y a eu le Tour de France. Il y a eu l'équipe de hockey sur glace pendant 10 ans. Il y a eu le tennis aussi, oui, où je crois que vous avez accompagné un peu de loin, mais Nadal, Djokovic, au tout début de leur carrière. Est-ce qu'il y a un sport qui a été le plus formateur ou le plus marquant finalement? Les trois ont été marquants. Le premier, c'est l'équipe de France de hockey sur glace. J'ai commencé avec les U18, pareil, des opportunités, ça se présente comme ça, et tu te dis, mais pourquoi moi, encore une fois? Puis de U18, c'est passé en U20, puis de U20, c'est passé en senior. Et puis du coup, j'ai fait plein de qualifs olympiques, plein de championnats du monde, et ça, c'était une bonne expérience. Mais ça m'a fait dire une chose, c'est que, très honnêtement, quand je suis arrivé dans ce sport-là, j'y connaissais rien. Je connaissais rien aux règles. Enfin, je connaissais le hockey sur glace, bien évidemment, mais je connaissais rien aux règles. Et je connaissais rien aussi sur le côté, quels sont les besoins des hockeyeurs sur la glace, en termes d'efforts, en termes de technique, en termes de tactique. Donc ça m'a fait dire une chose, qu'on peut arriver à avoir une compétence en médecine du sport, avoir une expérience en médecine du sport, mais ce qui fait un plus potentiellement, c'est de connaître le sport. Parce que j'étais confronté à certaines choses quand il fallait réintégrer le joueur sur la glace. Et bien, les petits conseils que j'aurais pu donner si j'avais pratiqué ce sport ou si je m'en étais déjà occupé avant, je les avais pas. Et pour moi, ça, ce sont des choses qui font la différence quand on s'occupe de sportifs de niveau. Quand ils reviennent de blessures, c'est de pouvoir anticiper un peu les choses, te dire, ça, tu sais, quand tu vas reprendre, ça, potentiellement, tu verras, ça te générera potentiellement sur ça, puis pas sur ça. Et puis de construire des exercices de terrain qui vont être en relation avec les exigences du joueur techniquement et tactiquement, et la blessure. Et c'est pour ça que le foot, j'ai beaucoup plus d'acquaintance avec ce sport. Le tennis, c'était top parce que c'était mon sport de prédilection quand j'étais jeune, parce que je l'ai pratiqué à haut niveau. Et le fait de se retrouver au milieu de tennisman, là, vraiment comprendre le sport, ça, c'était top. Et puis pour la petite histoire, oui, effectivement, j'ai encadré le Grand Prix de tennis de Lyon, ça fait longtemps, qui était un des 2 plus gros tournois indoor après Bercy. Et à cette époque-là, c'était l'arrivée des Nadal, des Djokovic, des Federer. Federer était déjà un peu arrivé. On travaillait avec les kinés de l'ATP. On leur rend des services que tout seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Et donc, il nous arrivait de les avoir sur table pour la récup et tout ça, qui maintenant a bien changé parce que ces joueurs-là ont tous leur staff à eux.
Mais oui, j'ai eu... C'était un grand moment à vivre, quoi. Avec du recul, tu te dis, ouais, j'ai quand même eu Nadal sur la table, j'ai quand même eu Djokovic sur la table. Bon, j'étais pas leur kiné, mais je les ai quand même eu entre les mains. Et quand on voit le parcours qu'ils ont fait... il y a une fierté. C'est une fierté, ouais. Il y a une fierté et c'est une belle courbe d'apprentissage. C'est clair. Puis il y a eu le vélo. Ah oui, il y a eu le vélo aussi. Et puis le vélo, le vélo, c'est un sport que j'adore foncièrement. Mais vous êtes multisport en fait. Hein. Beaucoup de sports qui ont été. Ouais, j'adore le sport. Ça prend du temps quand même. Ouais, j'adore le sport. J'adore le sport en règle générale. Mieux vaut être passionné. Ouais. Mais le vélo, plus particulièrement, je sais pas pourquoi, j'étais baigné dans le Tour de France l'été quand j'étais jeune. Moi, je passais mes après-midi dans le Tour de France. C'était fou. Et puis, du coup, j'ai intégré une équipe cycliste qui était une équipe cycliste lyonnaise à l'époque, qui s'appelait Jean Delatour, qui était une équipe qui faisait suite à l'équipe Festina. Et donc, j'ai eu vraiment la chance de faire le Tour de France. Et on va dire que le vélo m'a appris, parce que c'est vrai que le vélo, pour ça, c'est pas le plus épanouissant, du moins en termes de rééducation en tant que tel. Mais par contre, ça m'a vraiment appris à masser et à vraiment être optimum dans le massage sportif. Donc, c'était une bonne expérience. Des beaux souvenirs, alors. Ouais. Et avant l'émission, je vous ai demandé justement de choisir dans vos objets personnels un souvenir. Je pense que ça a peut-être été un peu dur de faire un choix. Qu'est-ce que vous nous avez ramené et qu'est-ce que vous aviez envie de nous montrer aujourd'hui Déjà, merci de m'avoir demandé ça, parce que ça m'a permis de me poser et puis de regarder un peu tout ce que j'ai pu conserver depuis toutes ces années. Et c'est un retour dans le passé énorme, avec des émotions très très fortes. Vous avez conservé beaucoup de choses ? J'ai plein de choses. Ça va de maillots de l'équipe de France de hockey, ça va des médailles que j'ai pu avoir avec les jeunes. On a eu des médailles d'or, des médailles de bronze, toutes ces médailles, des photos, le Tour de France des maillots, des petites peluches de podium, les petits lions là, de podium aussi. Il aurait fallu nous ramener la boîte en fait. Quoique c'est précieux, parce que si on la perd dans le train... C'est sûr. Et puis, puis certaines choses ont aussi des valeurs. Après, dans le football, des maillots, j'en ai énormément, pour des joueurs que j'ai pu suivre à l'époque où, avec le docteur Ferré, on voyait beaucoup de joueurs internationaux qui venaient se faire soigner. Et puis, tous les maillots de l'équipe de France. Je vous avouerai que s'il y avait le plus gros truc pour moi, ça aurait été d'amener la Coupe du Monde. Mais déjà, ça prend beaucoup de place, ça a beaucoup de valeur. Et puis voilà. Mais le plus gros truc aujourd'hui, pour moi, ça reste la Coupe du Monde. Pour des raisons de logistique et tout ça, j'ai pas pu l'amener. Et voilà. Mais donc, le choix a vraiment été très difficile. Alors, quel suspense! Le premier maillot en équipe de France, entre les maillots de joueurs avec lequel on a plus attendez, moi j'ai envie de le voir, du coup, ce que vous avez ramené. Je vais vous le montrer, mais j'ai fouillé dans ma boîte à souvenirs et puis j'ai choisi ce maillot qui a beaucoup de symbolique. La première, déjà, c'est un maillot de l'équipe de France de foot qui est un élément marquant de toutes mes années de pratique. Un maillot qui a 2 étoiles. Et c'est de se dire que dans ces 2 étoiles, on en fait un peu partie de ces 2 étoiles, même si elle est essentiellement due aux joueurs, avec le logo de champion du monde, parce que quand on est champion du monde, on a un logo spécial par rapport aux autres équipes pendant 4 ans. Et pour la petite histoire, j'ai choisi un joueur lyonnais, parce que je suis lyonnais d'adoption depuis bientôt 30 ans, Corentin Tolisso. Pourquoi Corentin Tolisso ? Parce que c'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est un joueur pour qui j'ai un profond respect, comme beaucoup d'autres en équipe de France. Et puis, c'est tout simplement aussi l'idole de ma fille et de mon fils. Donc, voilà le choix de ce maillot. Mais il n'a pas été facile du tout. Alors, moi aussi, je vous ai ramené quelque chose. Alors, je n'ai pas ramené j'ai une boîte à souvenirs, mais elle ne serait pas très intéressante pour cette émission. J'ai sélectionné une petite vidéo que je voulais vous montrer et qui, je pense, va vous rappeler des souvenirs. Alors c'est en anglais, mais on comprend aisément que c'est le moment où l'équipe de France est devenue championne. Et ouais, ça... C'est un assure de poule encore tout ça. C'est fou. C'est fou. Autant que je vous disais tout à l'heure, l'équipe de France, ça pouvait être un rêve, mais encore une fois, c'est de se dire qu'on a une chance qui est énorme d'être en équipe de France. Mais d'être en équipe de France et de tomber dans une période qui est plus que faste, quoi. Parce que je pense peut-être à des collègues qui avant sont passés dans des périodes un peu plus difficiles. Et nous, on tombe dans la période où ça gagne, quoi. Et quand on aime le sport et qu'on sait la difficulté de gagner et que ce que représente
une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. C'est fou. Des fois, je réalise pas encore. Enfin, des fois, je réalise pas. Je me dis, oui, on est champion du monde. Oui, je vois la coupe. Mais je me dis, j'étais dans un rêve, c'est pas possible. Vous pouvez le constater, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis surtout, c'est de se dire que, bah voilà, ça a été un tel parcours collectif. Ça a été extraordinaire à tous les sujets, sur tous les niveaux, que ce soit sportif, même humainement. On a vécu plus de 50 jours, mais extraordinaires, où les planètes s'alignent. Et puis après, c'est de se dire de vivre ça en vrai, de toucher la vraie Coupe du Monde, parce que la vraie Coupe du Monde, elle apparaît pas longtemps. Et c'est qu'après qu'on le sait, mais c'est de se dire que le peu de personnes dans ce monde qui ont touché cette Coupe du Monde, quoi, la vraie, c'est un privilège, c'est un truc de fou. Puis de vivre ça avec tous ses collègues, avec qui on a beaucoup travaillé, de vivre ça avec sa famille. Et moi, d'ailleurs, sur mon fond d'écran de téléphone, j'ai encore cette image avec mes enfants au milieu de la pelouse avec la Coupe du Monde. Ils sont venus vous voir, ouais. Ils pouvaient descendre sur la pelouse ? J'ai fait en sorte qu'ils descendent. Ils sont descendus, parce qu'il y a une partie de la famille qui est descendue. Et c'est vrai de vivre ça avec mes enfants qui étaient dans un âge où ils se rendaient compte. Maintenant, je pense qu'ils se rendent encore plus compte de ce qu'ils ont vécu. Mais ouais, ils avaient 12 ans pour Enzo et 10 ans pour Léna. Donc c'est un âge où eux qui adoraient le football, vivent ça, déjà c'était fou. Mais... Et ce soir de juillet sur le terrain, quand justement ce moment est annoncé, comment vous le vivez ? Alors vous avez votre famille qui vient après vous retrouver. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Est-ce que vous êtes comme les joueurs à se sauter dans les bras, ou est-ce que vous êtes paralysés justement ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a une joie individuelle, il y a une joie collective. On vit ça tous ensemble. Et ça, c'est vraiment bien de vivre ça tous ensemble. Et ça a été la fête du terrain jusqu'au vestiaire, du vestiaire jusque dans le bus, du bus jusqu'à l'hôtel, jusqu'au défilé sur les champs, jusqu'à l'Élysée. Là, c'est une machine à laver qui se met en route. Et là, on se rend pas compte de ce qui se passe. On s'en rend compte, oui, parce que c'est vrai que quand vous arrivez sur les Champs-Élysées et que vous voyez tout ce monde, la vie, elle change. La vie, elle change. Il y avait un avant, il y a eu un après, avec ses avantages, avec ses inconvénients aussi. Des inconvénients aussi dans le quotidien ou Ouais, dans la façon que les gens peuvent vous voir. Ils vous voient plus peut-être comme... Alexandre Germain, ou comme Alexandre Germain, le kiné, ou comme le kiné de l'équipe de France. Il y a un statut qui change. Et donc, du coup, même si, encore une fois, pour moi, les champions du monde, ça reste avant tout les joueurs et le staff technique qui contribuent à ça. Mais on faisait partie du staff, donc on a une petite part dans le truc. Mais c'est vrai que, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous êtes le champion du monde. Pour moi, vous avez une grande part, même une énorme part. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément tout ce que ça implique. Qu'est-ce que ça fait aussi d'être champion du monde, mais dans l'ombre ? Parce que les gens ne se doutent pas. C'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode, parce que ça permet de mettre en lumière aussi tous les beaux métiers qui sont derrière. Ouais. Mais les gens le savent quand même, ils vous reconnaissent, ils savent ce que vous faites. Ou est-ce qu'il y a un peu cet anonymat finalement où on ne sait pas trop tout ce que vous avez fait ? Les gens le savent, parce que ça va vite. Déjà, là où vous habitez, ils savent ce que vous faites, même si j'ai fait en sorte que moi, mes voisins à l'époque ne le savaient pas, mais à force, ils l'ont su parce que y a un article par-ci, un article par-là. Voilà. Donc, mais j'ai toujours fait en sorte d'être le plus discret possible derrière. Et je vois, mettons, au cabinet, quand je reçois les personnes, je fais en sorte qu'il n'y ait aucun signe qui le marque. Et il arrive parfois que les gens s'en rendent compte après. Et tant mieux. Moi, ça me flatte plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas me voir pour qui je suis ou ce que j'ai fait. Ils viennent me voir en tant que praticien, mais c'est vrai que oui, ça change la vie. Clairement, ça change la vie parce que ça change le regard des gens. Mais encore une fois, il y a beaucoup de positifs, mais il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie. Et il y a aussi toute cette relation avec les joueurs qu'on ne voit pas forcément parce que vous êtes un pilier pour eux, mine de rien. Mais en même temps, j'imagine que ça nécessite aussi alors je dis pas mettre des barrières, mais aussi avoir une certaine conduite. C'est quoi cette relation que nous, on voit pas à la télé ? C'est de quoi elle est faite et qui l'organise ? Est-ce que c'est vous qui posez les limites ? Est-ce qu'elle se fait naturellement ? Il y a une proximité qui s'installe, mais avec des limites, et j'y reviendrai juste après, mais on vit H24 pendant... là, si on part sur une Coupe du Monde, ça dépend si on va au bout, mais en Russie, c'est plus de 50 jours. Donc, on petit-déj ensemble, on déjeune ensemble, on
on fait le dîner du soir ensemble. Ils s'entraînent, on est là. Enfin, avant, on est là. Après, on est là. Donc, oui, on vit quelque chose de fort. Après, concernant les soins, que ce soit en équipe de France ou ailleurs, moi, je me suis toujours interdit de développer une relation amicale avec quelqu'un pour la simple et bonne raison que pour moi, ça peut nuire, ça peut biaiser un peu le traitement. Avoir des bons échanges très sympas, oui, mais pas basculer dans le côté amical parce que ça change la relation thérapeutique. Et avant toute chose, on est là pour faire des soins. Et les soins dépendent aussi de la relation qu'on peut avoir. Moi, j'ai toujours, il n'y a rien de plus difficile de traiter quelqu'un de sa famille ou des amis, parce que déjà, notre relation n'est pas la même. Et donc, du coup, ça peut influencer le soin. Donc moi, je me suis toujours interdit d'avoir une relation amicale avec quelque joueur que ce soit. C'est pas pour autant que j'ai pas eu ou j'ai pas de très très bonnes relations avec certains, mais tant qu'on est dans un cadre encore de prise en charge médicale, ça s'arrête là. Et pourtant, ça doit pas être facile parce que vous vivez des choses tellement fortes ensemble, ou quand un joueur aussi se blesse, on en a vu qu'il y avait quand même des blessures qui changent leur vie. Ça doit être difficile parce que vous êtes forcément aussi dans une forme d'empathie, j'imagine. Ouais, une forme d'empathie. Ah non, c'est difficile. C'est difficile de... Mais bon, après, on est préparé à ça, on est confronté à ça. De voir des gens blessés, c'est notre quotidien. Après, c'est clair que quand c'est dans un cadre d'une compétition et avec qui peut être l'objectif d'une carrière d'un joueur et qui se blesse, il faut avoir aussi un côté psychologue. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est pas facile pour eux les premiers, parce que c'est eux directement concernés. Mais nous aussi, on le vit indirectement. Donc des fois, il faut savoir juste écouter. Puis des fois, il faut aussi rassurer, même si c'est pas facile. Vous tombez aussi, j'imagine, parfois dans des niveaux de confidentialité que vous avez peut-être pas vous-même choisis. Comment on porte ça? Parce qu'après, vous rentrez chez vous, ou pas tout de suite en tout cas, mais faut porter aussi tout ce que vous avez vu, entendu. Ça m'a jamais dérangé. Et ça, je pense pas que ça me dérange. C'est pas quelque chose qui me... Le fait de savoir des choses, de toute façon, même en dehors de l'équipe de France ou en dehors d'équipes ou de sports de haut niveau, dans le milieu médical, on est confronté à une chose, on est confronté au secret médical. Donc à un moment donné, ça c'est quelque chose auquel on est préparé normalement à ça et auquel on se doit de s'y tenir, parce que sinon, donc ça c'est quelque chose, moi ça me... Oui, de toute façon, tous les soignants ont cette problématique-là, c'est juste que là, on se parle d'un univers un peu particulier. Après, il y a d'autres choses en dehors du médical qui peuvent se passer, qui font partie de la vie interne d'un groupe, et que ça soit dans le football ou ailleurs, un groupe... il vit ensemble, il se passe des choses effectivement ensemble, et puis après, à définir si ça doit être su ou pas su, mais il y a des choses effectivement qui sont entre nous, qui restent entre nous. En tout cas, vous arrivez à bien dormir la nuit. Il n'y a ça, pas de souci là-dessus. Ça ne me là-dessus. perturbe pas, non. Et dans un collectif comme celui des Bleus, c'est important de savoir rester à sa place. C'est quoi votre place à vous, du coup? Ma place, je suis là pour faire en sorte que les joueurs soient les plus performants possibles, qu'ils ne se blessent pas, parce qu'un joueur blessé, c'est un joueur qui ne s'entraîne pas et c'est un joueur qui ne performe pas. Donc, qu'il ne se blesse pas. Quand il est blessé, c'est qu'il revienne le plus vite possible. Donc, que je fasse mon métier. La raison pour laquelle je suis dans le staff médical, c'est de faire mon métier le mieux possible. Et puis après, le reste, c'est de ne pas faire de vagues et puis de savoir rester à sa place. Et que moi, ma place, c'est médicale et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'un joueur comme un Kylian Mbappé a en commun avec moi? Parce qu'on reste quand même des êtres humains malgré tout. Si je me blesse et qu'il se blesse, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui diffère? Ces problèmes de genoux vont être mes problèmes de genoux ou pas totalement? C'est toujours un peu le dilemme et c'est toujours un peu ce à quoi on est confronté au quotidien, où moi j'ai pas mal de patients qui me disent « je comprends pas, pourquoi moi je récupère moins vite que tel sportif de niveau alors que j'ai la même blessure ?» Je pense qu'il faut recontextualiser les choses, c'est-à-dire que déjà le sportif de niveau potentiellement il a peut-être une meilleure génétique. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est déjà un point important. Et puis surtout, il vit dans un environnement qui est propice à récupérer plus rapidement. Son corps, c'est son outil de travail. Donc, il mange pour ça, il dort pour ça, il fait la sieste pour ça, il s'entraîne pour ça. Et sa journée, elle est articulée autour de tout cela. Donc déjà, un sportif de haut niveau, quand il est blessé, il va faire... sa journée, il va la passer en soins pour pouvoir revenir le plus vite. Il va passer toutes ses journées en soins. Alors que déjà,
le sportif du dimanche, encore une fois, comme je peux l'être, s'il se blesse, déjà, il va peut-être pas en soin tous les jours, parce qu'à côté de ça, lui, il a un boulot. Si on a un boulot à côté, ça prend du temps. On a une vie familiale, des enfants qu'il faut gérer. Donc, ça implique que c'est moins de soins, c'est moins de temps de soins, puis c'est moins de conditions optimum de récupération en termes alimentaires, sommeil, toutes ces petites choses-là. Donc au final, la blessure, elle est la même, mais elle évolue différemment, et en l'occurrence plus vite chez le sportif de niveau, parce qu'il y a plus de quantité de soins, il y a plus une qualité pour pouvoir recevoir cela, et donc du coup, c'est ce qui fait les délais différents entre le sportif de haut niveau et le sportif. On peut passer une journée entière en soins, c'est si long que ça ? C'est-à-dire des heures et des heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend en kiné libéral, un patient, on va l'avoir une demi-heure, 1 heure. Et donc, du coup, là, il faut se concentrer à être le plus optimum possible dans ce qu'on fait. Ça fait qu'on a plein de possibilités, on a tout un tas d'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer aux patients. Et après, c'est de se dire, j'ai un temps donné, et sur ce temps donné, il va falloir que j'optimise ce que j'ai à faire. Et donc, il y a certaines choses dont je vais potentiellement me passer parce que j'ai pas le temps de faire tout le reste. Le sportif de haut niveau, lui, je peux lui faire entrée, plat, dessert, si ça le nécessite. Donc, voilà. Puis, il peut optimiser à fond, quoi. Alors qu'il ne s'entraîne pas, là, du coup, il est là pour ça. Et encore une fois, son corps, c'est son outil de travail. Et puis, je pense aussi qu'il y a une part mentale, psychologique, parce que leur corps étant leur outil de travail, ils sont déjà focus sur le fait qu'il faut que ça cicatrise, vite, que ça cicatrise bien. Donc, ils y mettent tous les moyens, et physiques et mentaux. Donc, c'est ça ce qui fait au final, une grosse différence. Mais du coup, vous bénéficiez aussi de leur alimentation, non ? Parce que vous avez tous le même régime. Parce que je me dis, bon, vous n'avez pas les bénéfices du soin parce que c'est vous le soignant, ouais. Mais vous avez au moins le bénéfice. Vous avez finalement, vous êtes un peu obligé de suivre le même rythme. Alors, vous n'êtes pas à leur place, évidemment, mais je me dis, il doit y avoir des petits secrets. Est-ce que vous n'êtes pas dit, ça, je devrais peut-être me l'appliquer à moi-même ? Ça, oui. Après, la différence entre le sportif de haut niveau et moi, par exemple, c'est que j'ai pas besoin d'apporter autant d'essence dans le moteur parce que je veux pas faire autant d'efforts qu'eux, ils peuvent en faire. Vous pouvez manger un énorme burger et eux... Non, justement. Eux, il vaut mieux pas. Après, il y a la quantité. Donc, sur le côté quantité de calories, j'en ai sûrement besoin moins qu'eux parce qu'eux, ils en dépensent beaucoup plus, même si je fais beaucoup de sport à côté, mais pas au même niveau de pratique, d'intensité et de fréquence. Mais le volet alimentaire, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai pris conscience très tôt que c'était un volet qui était capital. Parce que on mange 3 fois par jour, peut-être pour certains un peu moins, pour certains un peu plus, et que c'est quand même c'est ce qu'on met dans notre moteur, quoi. Et que la qualité des aliments qu'on y met, la construction d'une assiette va influencer notre santé générale déjà. Alors pour le sportif de niveau, ça va influencer sa santé générale, mais aussi sa performance. Mais pour le commun des mortels, déjà bien manger, c'est très important parce que ça peut être pourvoyeur de tout un tas de problèmes, mais ça peut être aussi un moyen d'optimiser sa récupération, d'optimiser sa performance, d'optimiser sa pratique, faire en sorte d'être moins fatigué. Ça a une influence qui est énorme. Donc aujourd'hui, de toute façon, pendant la Coupe du Monde, vous ne pouvez pas vous permettre... vous-même, vous êtes fatigué, j'imagine. Ça en fait partie, donc, mais c'est une règle qu'il faut s'appliquer à soi-même, mais qu'il ne faut pas que j'ai pris parti de ne pas me l'appliquer que sur les périodes où je suis en équipe de France. Il faut se l'appliquer de manière régulière, quotidienne. Et donc, du coup, tout ça pour que tous les patients qu'on peut avoir... que je peux avoir, qui ne sont pas sportifs de haut niveau, mais leur faire prendre conscience que l'alimentation, avec le sommeil, ce sont 2 choses qui sont vraiment capitales pour la santé générale, globale, la meilleure possible. Donc, bien dormir, bien manger, c'est quelque chose de fondamental, et autant sur la quantité que sur la qualité. Et ça, si on ne se l'applique pas à soi-même, on n'est pas crédible dans les conseils qu'on va pouvoir donner. Et un joueur, justement, alors on reviendra sur la fatigue, mais quand il sort du terrain, et qu'il est en train de boiter, et là vous dites aïe, là il va y avoir un challenge devant moi. C'est quoi la première chose que vous regardez ? Justement, c'est quoi le premier indicateur où vous dites ouf, ça va être méchant ou non, bon, ça va ? Bon, déjà, il y a les images qu'on peut revoir. Il y a aussi surtout le ressenti du joueur qui connaît sa machine parfaitement. Donc, il sait si c'est minime ou si c'est pas minime déjà. Et puis après, il y aura le diagnostic, les examens complémentaires s'il y a besoin. Et puis là, on fait un point définitif pour savoir où est la gravité de la blessure. Et puis déjà, de se projeter sur un éventuel pronostic. Et puis de là, c'est parti. C'est parti dans le sens, il y a un objectif et on va travailler pour que ça aille le plus vite possible, mais pas à n'importe quel prix.
Et quand quelqu'un est fatigué, enfin quand un joueur est fatigué, qu'est-ce que ça peut dire de lui? C'est qu'il a il a mal appliqué tous les conseils? Non, bah déjà, s'il est fatigué, c'est que potentiellement il a fait un effort. Et c'est juste un peu normal que à ce niveau de pratique et à ce niveau d'intensité, qu'après un match, il ressorte fatigué. Si c'était pas le cas, ça serait problématique, je pense. Qu'il le soit, c'est normal. Après, il y a la fatigue normale et puis il y a la surfatigue. Et la surfatigue, bah, elle est en lien avec l'effort. Et l'effort, il est en lien avec la récupération. Donc la capacité à bien récupérer, c'est important pour pouvoir justement réduire cette fatigue ou du moins éliminer cette fatigue le plus vite possible. C'est ce qui fait aussi que les sportifs de niveau récupèrent plus vite, mieux et plus vite, parce que bah, justement, ils ont tout ce qu'il faut pour récupérer dessus. En l'occurrence, j'insiste encore une fois, mais ça c'est pour tout le monde. Bien dormir, bien manger, c'est quand même le b.a.-ba. Et après, évidemment, on va rajouter plein d'autres choses pour optimiser cette récupération. C'est quoi la chose justement que vous devez constamment rappeler aux joueurs? Parce que bah, ça reste des êtres humains quand même, donc peut-être qu'ils ne sont pas toujours parfaits. Globalement, on n'a pas grand-chose à leur rappeler parce qu'ils sont très professionnels et plus on monte dans le niveau de professionnalisation, plus on monte dans le niveau d'exigence et on se doit de connaître tout ce qui permet d'optimiser et ou potentiellement justement de nuire à l'optimisation. Et par rapport à ça, non, on n'a pas beaucoup à leur rappeler. Cependant, comme vous le disiez, ça reste des êtres humains et qu'à un moment donné, ils ont besoin d'un peu de soupape de décompression. Donc après, chacun a plus ou moins sa soupape de décompression. Peut-être que chez certains, ça sera peut-être un burger, peut-être que ça sera une pizza, des fois ça sera... Et c'est OK finalement. Un peu. Ouais, mais si c'est OK, mais pas tout le temps. S'ils le font, ils le font dans les périodes qui sont hors compétition, dans les périodes off-season, où là, ils relâchent un peu tout ça, et c'est normal. Parce qu'à un moment donné... De toute façon, ils savent, ils n'ont pas envie d'être leur propre ennemi, j'imagine. Non, exactement. C'est pour ça que là-dessus... on n'a pas besoin d'être derrière eux pour ça. Ils sont assez grands et ils ont pleine mesure de l'incidence que ça peut avoir. Quand un joueur se blesse, est-ce que vous savez immédiatement si c'est grave ou vous savez dire avec les caméras? Bon, il y a quand même certaines chutes qui sont quand même costauds. Hein, après, on les regarde ça fait partie de l'expérience en fonction du choc ou pas choc, en fonction du trauma, en fonction de comment le joueur se comporte dans les suites de la blessure. Et puis quand on arrive dessus, ils nous disent aussi rapidement, puis on les examine, puis on sait assez rapidement si c'est grave ou pas grave. Mais ouais, non, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience. Et une blessure qui est grave, c'est super difficile à gérer pour un joueur. C'est difficile aussi à gérer pour vous? C'est difficile à gérer parce qu'effectivement, pour lui, c'est quelque chose qui potentiellement s'arrête. Et que quand on sait que toute leur carrière est tournée vers des objectifs qui peuvent être clés dans une carrière et que vous pouvez potentiellement passer à côté de quelque chose parce que vous êtes blessé, c'est clair que c'est difficile. Et c'est difficile pour eux les premiers, mais nous aussi. Mais faut faire avec. Quand on prend par exemple une blessure ligament croisé antérieur, qui est, je crois, le thème de votre conférence que vous allez faire tout à l'heure quand vous nous quitterez. Là, c'est la fin, vous m'avez dit? Là, si on est sur une grande compétition, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? Non. Si on est sur une grande compétition, c'est la fin. Parce qu'un ligament croisé antérieur, on sait aujourd'hui qu'on revient entre 6 et 9 mois au niveau sportif. Puis après, au niveau compétitivité, je dirais plutôt entre 9 et 12 mois. Donc ça implique que c'est une saison qui est rayée de la carte. Donc c'est clair, si ça nous arrive en compétition, c'est clair qu'une compétition, ça va durer 4 à 6 semaines. Donc oui, c'est terminé. C'est terrible ça. Quand vous apprenez, j'imagine qu'il y en a certains qui doivent vous dire, est-ce que vous êtes sûr de votre diagnostic? Bon, après, ils doivent vous faire confiance, mais... Oui, mais c'est là où il faut être sûr de ce qu'on fait, et puis il faut savoir supporter la pression. Mais oui, c'est pas facile. On dit on a un peu le mythe selon lequel certains joueurs reviennent encore plus forts après une rupture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vu des gens qui ne sont jamais revenus? J'ai vu les deux, voire même les trois cas, à savoir que les joueurs qui reviennent moins bien, des joueurs qui reviennent mieux, puis des joueurs qui reviennent tout pareil. Je pense que cette petite phrase de dire on revient plus fort après une blessure, je pense que la blessure, à un moment donné, ça permet aussi aux joueurs de se poser et de se dire potentiellement, qu'est-ce qui a fait que potentiellement je me suis blessé? Et je dis toujours qu'on apprend toujours de ses erreurs, et c'est de potentiellement aller voir quelles erreurs j'ai pu faire et qui m'ont amené à la blessure. Et si on arrive à les identifier, ou si le joueur arrive à les identifier, c'est de pouvoir par la suite travailler dessus et de faire en sorte de ne pas les reproduire. Hein. Ça, c'est le premier point. Puis après, c'est vrai que ces périodes de rééducation qui peuvent être plus ou moins longues, ça permet d'aller explorer des domaines de prévention que peut-être le joueur ne faisait pas, des domaines d'amélioration sur plein de volets qu'il
il l'optimisait pas. Donc c'est ça aussi qui potentiellement peut permettre aux joueurs d'encore mieux se connaître, et du fait qu'ils se connaissent mieux, de reproduire moins d'erreurs, voire plus d'erreurs. Et c'est ça ce qui potentiellement nous rend plus forts après une blessure. J'aime bien la manière dont vous tournez toujours les échecs de façon positive. Mais c'est bien parce que sinon, en fait, vous en sortez pas. La réussite, c'est une chose, mais la réussite, elle est là. Donc après, il faut juste l'entretenir. Mais dans tout ce qu'on fait, on fait des erreurs. Et ça, il faut l'accepter. Mais après, c'est pas de se dire j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire cette erreur et comment je peux faire pour que la fois prochaine, j'en fasse pas une autre. Mais ce que vous dites, je trouve que c'est très vrai au niveau physique et au niveau mental aussi. Parce qu'en fait, c'est en touchant ses limites, c'est triste, mais c'est comme ça qu'on sait, qu'on se connaît mieux et qu'on arrive aussi à mieux se gérer. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il ne faut pas se comparer quand on est dans une rééducation. Vous m'aviez dit ça quand on s'était parlé avant le podcast. Il y en a beaucoup qui essayent de se comparer sur la progression, mais en même temps, c'est parce qu'on veut aller toujours plus vite. Et c'est pourquoi c'est si courant? Et c'est quoi le danger de ça? Parce qu'on veut toujours comparer, savoir, on est toujours dans cette course au délai et toujours se dire est-ce que je suis mieux que l'autre? Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Et je vois encore, ne serait-ce qu'hier, j'ai eu la question d'un patient qui se rapproche après un ligament croisé antérieur de la reprise du sport. Et il me dit et t'en penses quoi? Je suis dans le temps, je suis dans le timing, par rapport aux autres, hein, j'ai vu que j'étais en avance, tout ça. Je fais arrête de penser ça. Arrête de penser ça parce que déjà, l'historique de la blessure, on a beau essayer de faire un ligament croisé antérieur, par exemple, sur 2 personnes, on ne se l'est pas fait dans le même contexte. Donc déjà, l'histoire n'est pas la même. La blessure ne doit pas ressembler vraiment tellement d'une personne à une autre. Aussi bien physique que psychologique. Et puis après, dans les réactions, et puis après, dans les prises en charge. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui différencie le sportif de niveau au sportif du dimanche? C'est l'environnement. Et l'environnement d'un patient avec 3 enfants en bas âge et un boulot hyper contraignant et des nuits de sommeil perturbées et une alimentation perturbée, tout un tas de choses, versus quelqu'un qui fait que ça. D'une part, ils n'ont pas la même histoire de départ. Et en plus de ça, ils n'ont pas le même environnement qui n'est pas aussi propice dans un cas que dans un autre et qui fait que ils ne peuvent pas avoir les mêmes délais. Donc chacun pour une même blessure, chacun a son histoire et chacun aura son délai de récupération. Et ça, c'est de l'individualisation et c'est ça ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que chaque cas est unique. Et ça, ce qui est beau dans notre métier, c'est que chaque cas est unique. Il va falloir s'adapter à ce côté unique de chaque patient, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'imagine que ça vous permet de prendre un peu de recul, de ne pas accompagner toujours la même typologie de personnes. Et vous donnez du coup des conférences en entreprise aussi sur les troubles musculo-squelettiques. Vous voyez quand même des convergences entre les sportifs que vous accompagnez et les gens comme moi en entreprise qui fait tout pour essayer de rester droite et de ne pas me courber, et que tous les kinés nous ont dit oui, il faut avoir la table comme ça avec le bras. C'est dur à appliquer d'ailleurs, soit dit en passant. C'est vrai. Mais il y a des rapports, il y a des choses qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes. Bien évidemment. De toute façon, autant, mettons un footballeur, son corps et son outil de travail pour le football, mais qu'on travaille derrière un bureau ou qu'on fasse du travail dans le bâtiment, par exemple, qui paraît plus physique, le corps, on s'en sert pour travailler. Quand on est assis derrière un bureau, on a l'impression de ne pas faire d'efforts. Alors qu'il y a certaines postures, il y a certaines contraintes sur le dos. À titre d'exemple, on sait aujourd'hui qu'on met plus de contraintes sur les disques au niveau du dos, entre les vertèbres, que quand on est debout. Il faut se forcer à être debout, du coup. On peut mieux comprendre pourquoi il y a des gens qui ne font pas d'activité physique ou qui ont l'impression de ne pas solliciter leur corps et qui pour autant ont mal au dos, parce que effectivement la position assise, c'est pas une des meilleures positions. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rester assis? Non, mais il faut surtout éduquer les gens dans ce qui est bon, pas bon, et de comment arriver à moduler les choses pour que justement on ait moins de troubles musculo-squelettiques. Et aujourd'hui, une équipe de football, elle vise la performance pour gagner, et une société aujourd'hui, elle vise aussi la performance pour produire plus, être plus performante. Et pour être plus performant, il faut que chaque salarié, chaque personne qui fait partie d'une équipe doit être optimum dans ce qu'elle fait. Et pour être optimum, il faut être optimum physiquement, il faut être optimum psychologiquement, intellectuellement, et que le physique a une part dans tout ça, et que il faut en tenir compte. Et moi je pense que ça part de l'éducation, et que je pense qu'aujourd'hui, notre rôle dans le médical, c'est d'éduquer les gens, et puis après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais le fait qu'ils soient peut-être moins blessés, déjà, il y aura peut-être moins d'accidents de travail. Et puis, les accidents de travail, ça a un coût pour la société, ça a un coût pour l'entreprise, mais ça a un coût aussi pour la personne qui est blessée, parce que psychologiquement, c'est dur.
Et vous trouvez que les entreprises, elles s'en occupent assez ? Parce que Oui. vous faites un peu le tour quand même. Alors, certaines pas pour les bonnes raisons, je pense. Certaines, elles le font avant toute chose en se disant si j'ai moins de salariés malades ou en accident de travail et qui sont plus performants, pour la société, c'est bien. Mais pour la plupart, elles le font avec déjà le sentiment de faire en sorte que leurs salariés évoluent dans les meilleures conditions possibles et que par rapport à ça, la prévention, elle a un vrai rôle. Et que s'ils sont mieux dans leur tête, s'ils sont mieux physiquement, ils auront un lien aussi sur le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Donc oui, ça, c'est très important. La prévention, elle vaut dans le sport de niveau, mais elle vaut aussi dans la vie en général et dans notre travail. Oui. C'est sûr que personnellement, le fait d'avoir fait du sport, déjà, j'ai remarqué que ça m'a redressé le dos. C'est-à-dire quand on regarde la silhouette globale, et ça fait vraiment du bien. Et en fait, dès que j'en fais plus, j'ai l'impression que mon corps me dit non, tu vas faire du sport. En fait, il s'est habitué. Et on m'a dit aussi, le corps est de toute façon fait pour être en mouvement. Il n'est pas fait pour être statique. Donc, Exactement. debout, assis, Exactement. Mais vous pouvez danser si vous voulez. Ouais, c'est là où, des fois, le mot sport peut faire peur aux gens. Parce que le sport, des fois, la plupart des gens, ils vont associer ça à un club, ils vont associer ça à une licence, à de la compétition. Il y a un côté contrainte dans le sport pour beaucoup. Oui, c'est pour ça que la course à pied aujourd'hui se développe pas mal, parce que c'est simple, on met des baskets, on va courir où on est, et puis c'est très simple. Mais je pense qu'il faut plus jouer sur plutôt activité physique. Activité physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Je prends le matin le métro, j'ai 8 arrêts de métro, je sors à la 6e et puis les 2 autres arrêts, je les fais en marchant. C'est une activité physique. Et aujourd'hui, on sait que l'activité physique, c'est la meilleure chose que les gens puissent faire pour prévenir tout un tas de troubles. Que ça soit maladie cardiovasculaire, que ça soit tout un tas de cancers, que ça soit tout un tas de pathologies dépressives, que ça soit sur l'ostéoporose, que ça soit sur l'arthrose. Ça a une incidence tellement positive pour tout cela qu'on se devrait tous de faire de l'activité physique. Ça ne veut pas dire faire du sport, et encore moins en compétition, mais l'activité physique, elle est essentielle. Et aujourd'hui, limite, je dirais qu'on a tendance à vouloir se créer nos propres problèmes. Et moi, je suis choqué parce que où que j'aille, je vois encore ce matin pour me rendre dans vos locaux, j'ai pris les transports en commun et où que vous soyez, la première des choses qui s'offre à vous quand vous avez un étage à descendre ou à monter, c'est un escalator. Alors que vous avez un escalier à côté. Et quand vous observez ce qui se passe autour de vous, mais ce matin, sur 10 personnes, il y a 10 personnes qui prennent l'escalator. Alors j'essaye de prendre l'escalier personnonnellement. Oui, il y en a quand même. Ça dépend de la tête de l'escalier. À Montmartre... En proportion, on devrait avoir l'inverse, parce que l'activité physique est importante. Et aujourd'hui, en fait, on a mis à disposition pour rendre les choses plus faciles au niveau des personnes. Et en les rendant plus faciles, en fait, on rend service à personne, parce que y a moins d'activité physique, plus de problèmes de santé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment passer ce message-là. Il faut l'activité physique. Vous rentrez dans un hôtel, pour me déplacer beaucoup, mais la première des choses, quand vous rentrez dans un hôtel, les ascenseurs sont face à vous. Vous demandez où est l'escalier, parce que moi, je me fais un point d'honneur à passer par les escaliers, sauf si je suis au 20e étage, et quoique, avec une valise. Avec une valise, vous l'avez déjà fait ? Oui, ça m'est arrivé, mais là, il faut vraiment être un peu foufou. Et vous demandez où est l'escalier, et là, on va vous dire, il est au fin fond à droite, machin, il faut le chercher. Et donc, oui, c'est plus l'escalier existe pour une notion de sécurité souvent. Exactement. Pour pouvoir, Exactement. Si l'ascenseur est en panne... On fait tout pour rendre les gens sédentaires, et alors qu'on sait que la sédentarité, c'est une grosse problématique sociétale aujourd'hui, et sur lequel il va falloir mettre des choses en place. Et l'activité physique en fait partie. Mais les gens ont quand même envie de prendre leur santé en main. Mais du coup, ça a du bon et du moins bon. On en a parlé dans plusieurs épisodes déjà, si vous nous avez un peu suivis. Les réseaux sociaux ont démocratisé les conseils en santé. Parce que c'est la première chose, quand on ouvre son téléphone, c'est la facilité. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je vous vois un petit peu tirer la tête. Ouais, je suis pas très copain avec les réseaux sociaux en ce moment, mais... Ça a du bon et du moins bon. Non, ça a du bon et du... Non, bien évidemment, il faut savoir vivre avec son temps, et je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est de se poser la question comment c'est utilisé. Si on nous prend, nous, professionnels de santé, moi, je pense qu'on a un rôle qui est vraiment essentiel, c'est d'éduquer les gens, les informer, et que le réseau social, pour ça, c'est un superbe outil. Maintenant, il faut pas buzzer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître ou pour développer une image si le contenu il est pas bon. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on s'attache à ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, ça soit fondé, ça soit vrai et ça soit constructif pour les gens. Ça soit pas des choses pour faire du buzz. Dans ce cas là-dessus, moi je suis un peu gêné, c'est qu'aujourd'hui les gens qui font beaucoup de bruit mais qui desservent plutôt les conseils qu'on devrait donner, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient donner des bons conseils, mais n'étant un peu moins bankable au niveau réseaux sociaux, sont moins entendus. Et c'est un peu ça le problème, je pense, aujourd'hui. Vous m'aviez parlé de gens
qui sont un peu considérés aujourd'hui comme des dieux, alors qu'ils n'ont jamais touché des patients. C'est quoi le problème concrètement avec ces personnes Si je prends le médical, si on a des conseils à donner, ça implique qu'il faut déjà avoir une connaissance de la science, il faut avoir une expérience d'un point de vue pratique, et puis après, il faut savoir avoir la pédagogie, la communication pour le faire. Aujourd'hui, que ce soit dans le milieu médical ou dans d'autres choses sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont des très bons communicants, mais communiquer, c'est bien, mais si tu n'as pas de connaissances scientifiques ou que tu en as et que tu la vulgarises bien, c'est bien. Mais après, ce qui, pour moi, je pense, apporte une réelle plus-value en plus, c'est le côté expérience aussi. C'est ça ce que les gens attendent. Et ça, souvent, c'est pas toujours le cas. Donc, attention aux gens qui vont sur les réseaux sociaux. Attention à quelle source d'information vous allez chercher. Parce qu'il peut y avoir du bon, mais il peut y avoir aussi du très mauvais. Et ça fait du tort. Et c'est quoi, si vous deviez donner 2 conseils, un à un kiné qui nous regarde et un à un patient qui peut-être, le corps commence à parler, mais il met les pieds pour la première fois chez un kiné. Un kiné qui utilise les réseaux sociaux pour communiquer qui accueille un patient et qui justement ne sait effectivement pas trop quoi faire avec ces gens qui arrivent et qui peut-être... Si j'ai des conseils à donner à un kiné, et pour tous les kinés, quelles que soient les années d'expérience qu'on peut avoir, sache une chose, c'est que tu as un niveau de compétence, mais qu'il est toujours perfectible et qu'on doit encore apprendre à faire plus. Et de se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas tout savoir et que des fois, on peut te confronter à des choses auxquelles on ne sait pas. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des patients qui viennent me voir pour des pathologies d'épaule, par exemple, alors que c'est quand même bien spécifié que je n'en vois pas. J'ai l'humilité de leur dire que l'épaule, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, qui ne m'intéresse pas en plus. Vous êtes plus dans les jambes, c'est ça ? Ouais. Et donc, du coup, je préfère orienter vers un kiné qui a plus de compétences et d'expérience là-dessus. Donc, va chercher de la compétence et avec le temps, tu vas développer une expérience qui fera que tu seras un kiné qui sera bien meilleur par rapport à cela. Donc, va chercher la compétence déjà. Et le temps, après, t'apportera l'expérience et donc, du coup, l'expertise. Et les patients, c'est de garder une ouverture, du coup ? Et les patients, aller chercher l'information et cette information, aller la chercher vers des personnes qui ont une compétence, une expérience et qui communiquent avant toute chose pour donner de l'information, qui ne communiquent pas pour buzzer. On est en pleine saison, ça y est, de la Coupe du Monde. Donc, période intense. Donc là, toutes les choses qu'on a évoquées ensemble, va falloir bien vous les appliquer. Là, sur les moments qui viennent, j'espère que vous aurez un peu de repos. L'équipe de France va s'arrêter pour vous après cette Coupe du Monde ou vous allez continuer ? Non, ça s'arrêtera. C'est la dernière, du coup ? Oui. Et c'est quoi la suite alors ? Qu'est-ce que ça vous fait et c'est quoi la suite ? Plus de 10 ans. Et qu'encore une fois, c'est une chance énorme. Équipe de France, chance énorme. Champion du monde, chance énorme. Et 10 ans, c'est énorme. Donc, j'ai aucun regret, aucune nostalgie par rapport à ça. Ça va s'arrêter sur cette Coupe du Monde. Et là-dessus, je le vis bien maintenant et je sais que je le vivrai très bien après parce que je suis prêt à ça. Kiffer cette Coupe du Monde au max et surtout tout faire pour, à notre niveau. Et les joueurs, je pense que ce sera pareil et tout le monde sera pareil. Remplir l'objectif et de bien terminer. Et puis après, je continuerai mon activité de kiné libéral. Je continuerai la formation surtout parce que j'y prends vraiment de plaisir à transmettre ce qu'ont pu me transmettre Christophe, par exemple, ou Jean-Marcel à l'époque, du peu de compétences et du peu d'expérience que je peux avoir, de le partager à travers des formations. Vous avez beaucoup d'humilité, je trouve, pour quelqu'un qui a eu un parcours où il y a eu autant de choses. Oui. On sent qu'à chaque fois, vous dites non, mais pour le peu de choses que j'ai... Ça fait 10 ans rien que dans l'équipe de France. Ouais, vous avez plein de choses à transmettre. C'est quoi les choses que vous avez envie de transmettre aux autres kinés ? Il y a plein de kinés qui ont bien plus de compétences que moi et bien plus d'expérience. Donc, il faut aussi pas se prendre pour un autre, comme je dis toujours. Oui, j'ai développé une compétence. Maintenant, encore une fois, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai développé l'expérience, il y a plein de choses à apprendre. Et c'est pour ça que je veux former. C'est-à-dire que faire gagner du temps aux kinés qui, comme moi, il y a 30 ans, n'ont peut-être pas eu la chance de rencontrer ou d'avoir quelqu'un qui ont une compétence, une expérience et qui sache la transmettre. Et après, la principale difficulté, c'est aussi être compétent, c'est une chose, être expérimenté, c'est une chose. Mais après, il faut avoir la pédagogie pour le faire. Et j'espère l'avoir. Et puis, j'espère que je l'améliorerai pour que je puisse en faire bénéficier, gagner du temps à certains kinés. Est-ce que vous prenez soin de votre corps comme vous demandez à vos patients d'en prendre soin ? Bon, l'alimentation, on a compris que oui. Le sommeil, je sais pas, parce que vous avez un emploi du temps quand même très chargé. Hein. Je m'attache à avoir un sommeil le plus régulier possible. Et donc, du coup, je fais en sorte de me coucher à heure fixe quand c'est possible. Et souvent, ça là-dessus, je m'y tiens. Après, je fais en sorte d'avoir mon
mon quota d'heures de sommeil. Bon, sauf si je suis amené à me lever un peu plus tôt comme ce matin, mais je fais en sorte le sommeil, je fais vraiment en sorte de l'avoir. Ça, pour moi, c'est vraiment ma base. Et c'est de ça aussi que je sais si je suis un peu plus fatigué ou pas, je peux adapter la suite. L'alimentation, je fais en sorte d'être le mieux possible, même si je me fais quand même plaisir. Hein. Voilà, et puis après, si, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Je pratique beaucoup la course à pied parce que c'est ce qui est le plus simple. Comme je voyage beaucoup, ça me permet de mettre une paire de baskets puis de découvrir les villes dans lesquelles je vais. Et je joue en l'utile à l'agréable. Mais je fais mes 30, 40, ça peut arriver des fois 50 km par semaine. Donc non. On arrive un petit peu à la fin de cet épisode. On a parlé de plein de choses. Si vous aviez un petit mot à dire aux kinés qui nous écoutent pour clôturer, et après on fera la même chose avec les patients. Pourquoi vous avez envie qu'on vous écoute Pourquoi être venu dans le podcast aujourd'hui, parler de tout ça ? Parce que j'ai envie de partager, tout simplement. J'ai pas envie de garder pour moi tout ce que j'ai pu apprendre ou tout ce que pas mal de kinés ont pu m'apprendre. Et que j'ai envie de partager cette expérience, tout simplement. Et que, voilà, c'est surtout pour ça. Et puis de dire aux kinés que prenez bien conscience que vous faites le plus beau métier du monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on a cette chance de traiter des patients, d'avoir une relation humain à humain, donc de communication et d'exigence, parce que sans que ça paraisse, quel que soit le patient qu'on peut avoir, il faut qu'on soit le plus performant possible. Pour une même blessure, chaque évolution sera différente, et que pour un même patient, d'une séance sur l'autre, le contexte ne sera pas le même, et que du coup, le kiné qui dit qu'il fait toujours la même chose, je comprends pas. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure, et tous les jours, on va être obligé de s'adapter au contexte de son patient. Et qu'on fait vraiment le plus beau métier du monde. Donc vraiment, vraiment, il faut avoir bien conscience de tout cela. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux patients ? Prenez bien conscience que l'activité physique, c'est capital pour votre santé globale. Ça, c'est hyper important. Si vous en prenez plein de mesures et que vous décidez de faire une activité physique, quelle qu'elle soit, faites-vous encadrer par des professionnels. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « l'activité physique, on m'a dit que c'était bien, je vais me mettre par exemple à courir ». Et le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui globalement qu'un coureur débutant sur 2 dans l'année va se blesser. Et que c'est quand même bête de faire quelque chose qui est censé être bien. On en revient tout le temps à la prévention, en fait. Exactement, c'est la prévention. Et donc, du coup, faites-vous encadrer par des professionnels de santé qui vous apporteront les bons conseils pour bien débuter une activité et de bien la mettre en place pour éviter justement de se blesser. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, prenez bien conscience de choses fondamentales. Moi, je me bats énormément avec ça, sur l'importance de bien manger, bien dormir. Aujourd'hui, on est dans une société où nos jeunes sont de plus en plus sédentaires. Et ça, c'est pas possible. Qu'on est dans une société où les gens dorment de moins en moins bien en quantité et en qualité. Et que tout ça, ça nuit à tout un tas de choses autour. Et ça a toutes des conséquences, en fait. C'est un roulé-boulé de choses. Qui sont énormes. Mais après, on essaie de les rattraper en mettant des béquilles. Mais c'est pas ça. Le vrai problème, c'est mieux manger, mieux dormir, déjà. Et ça changera beaucoup de choses pour tout le monde. Et pour ça, faites-vous conseiller par des gens compétents, expérimentés qui vous apportent chacun son métier, en fait. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir donné tous ces précieux conseils. Et avec, encore une fois, je suis épatée, tant d'humilité. En tout cas, merci. Un grand merci, c'était super. J'espère que ça vous a plu aussi comme épisode. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir laissé ce temps de parole. Et puis, merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'était top. Un grand merci. C'était un vrai plaisir. Et je pense que pour tous ceux qui nous regardent, que vous soyez kiné, soignant, patient, enfin, peu importe le métier que vous faites, en fait, on a tous un corps et un mental. Jusqu'ici, tout va bien, nous le savons, nous sommes au courant. Et en tout cas, moi, je ne vais pas repartir les mains vides. Ce n'est pas du tout ma taille, mais je suis sûre qu'il m'irait très bien. Si je le tiens à l'envers, ça ne va pas le faire. Vous me le laissez ? Je peux le récupérer ou bien... Bien évidemment. Bien évidemment, voilà. On espère la 3e étoile ? J'espère. On espère. J'espère. On croise très fort les doigts pour vous. Un grand merci, Alexandre, d'être venu. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous. Ouais, c'était top. Merci de votre invitation. Merci de m'avoir laissé un peu de parole. Et franchement, un grand merci. C'était génial. Bon courage pour cette Coupe du Monde. On est tous derrière vous. Et on pense aussi à toutes les personnes de votre staff médical et à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît pas forcément, mais on en a parlé, qui font un travail incroyable. C'est dingue. Faut savoir rester à sa place, mais effectivement, de toute façon, que ça soit des joueurs au staff dans sa globalité, c'est chacun a sa tâche, chacun a sa mission, chacun va avoir beaucoup de travail et à nous de tout donner pour faire en sorte d'avoir le meilleur résultat. Pour aller chercher cette 3e étoile et en tout cas vivre une très belle aventure qu'on va tous suivre entre Français. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne YouTube Doctolib parce qu'il y a plein d'autres épisodes santé et société qui arrivent. Un grand merci et surtout, prenez soin de vous.